BFM Business présente Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans les experts sans frontières. Ce soir, ils nous viennent d'Ukraine, d'Espagne, du Portugal et d'Islande. Des regards européens précieux pour commenter une actualité internationale plus tendue que jamais. Donald Trump est en ce moment isolé avec son équipe dans la Situation Room à la Maison-Blanche. Une décision finale imminente sur un accord ou non avec l'Iran. On verra si on touche l'épilogue ou si c'est un épisode de plus du feuilleton iranien dans lequel s'est embourbé Donald Trump. Cette nuit, une fois de plus, l'Europe a retenu son souffle. Un drone russe s'est écrasé sur un immeuble résidentiel en Roumanie, accidentel ou intentionnel. Quoi qu'il en soit, Vladimir Poutine entretient l'ambiguïté stratégique et teste la capacité de réponse de l'OTAN. Les experts sans frontières, c'est parti. Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue, si vous nous retrouvez dans les experts sans frontières, ils sont autour de moi. Anna Navarro, correspondante de la presse portugaise en France. Bienvenue Anna. Merci, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Violeta Moscalou, présidente de Global Ukraine, professeure associée à l'Université de Lorraine. Vous arrivez directement de l'aéroport, vous étiez en Ukraine. J'étais à Kiev effectivement pendant 10 jours. Vous allez nous raconter tout ça, surtout voilà, ça va nous occuper pendant une partie de cette heure. Juan José Dorado, correspondant en France pour la presse espagnole. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenue, Juan José. Et puis, en direct depuis Reykjavik, en Islande, Damien De George, consultant, spécialiste des pays nordiques. Bonsoir, Damien. Bonsoir. Bienvenue, on est ravis de vous retrouver aussi. Vous êtes à Reykjavik, vous vivez là-bas depuis une vingtaine d'années. Vous êtes juste en face du Groenland. On va en parler aussi avec vous tout à l'heure. Mais pour commencer, quand même, il y a quelques heures seulement, Donald Trump a fait savoir qu'il s'isolait avec son équipe dans la Situation Room. La Situation Room, c'est voilà, ça fait un peu dramatique ou c'est très hollywoodien, mais c'est la pièce où il est censé prendre la décision finale qui valide ou non un accord avec l'Iran. Anna, là, est-ce que on y croit? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que ça, parce que là, dans la tonalité, ça ressemble à un épilogue où on est peut-être aussi dans un énième épisode d'un feuilleton interminable dans lequel s'est embourbé Donald Trump? On ne peut pas savoir. D'abord, il s'agit d'un protocole d'accord pour continuer déjà le cessez-le-feu sur 60 jours et non pas un accord final de fin de guerre. Donc, première chose, première nuance dont on doit bien tenir compte. Une des informations transmises par Donald Trump, c'est que le détroit d'Ormuz serait ouvert, sans payage, etc. On ne voit pas l'Iran abdiquer de ce point-là. Et je crois que votre correspondant ici de BFM en Iran a bien indiqué depuis que l'Iran ne serait pas d'accord sur ce point-là, donc déjà un point d'achoppement. Donc il y a cette habitude Donald Trump de faire monter le soufflet avec beaucoup d'air pour essayer d'imposer à la fin quelque chose, mais on ne sait pas. Ça peut être autant, franchement, je pense que ça peut être autant le début de quelque chose d'une paix peut-être pour 6 mois seulement, jusqu'à l'automne, quand il fera moins chaud dans le Golfe et que les opérations militaires peuvent reprendre avec moins de sacrifices pour les militaires américains. Ça peut être aussi une ruse pour lancer une attaque cette nuit sur l'Iran. Bon, on voit toutes les hypothèses, Juan José. C'est vrai qu'on a quand même le sentiment que tout est un peu scénarisé, dramatisé, etc. À la Maison-Blanche, on retourne le sablier, le temps est suspendu. Après, la réalité, c'est qu'on pédale un peu dans la semoule. Peut-être un autre signal assez flou, c'est que Donald Trump dit qu'il va lever le blocus américain sur les ports iraniens. Mais on ne sait pas si en contrepartie, l'Iran débloquerait le détroit d'Ormuz aussi. Ce qui n'a pas compris encore Donald Trump, c'est que le temps de Donald Trump n'est pas le temps des Iraniens. Ça, c'est la première des choses. Il a besoin d'aller vite et on voit comment il n'a pas réussi au bout de plus d'1 an d'arrêter la guerre en Ukraine avec la Russie. Il avait annoncé qu'il allait le faire tout de suite. Il a menacé de détruire l'Iran et on voit qu'aujourd'hui il n'arrive pas à avoir même pas une signature de protocole d'accord, même pas un accord, un protocole d'accord, parce que comme Anna a signalé, c'est vrai, il y a des questions qui ont été laissées de côté. La question du nucléaire sera laissée de côté et tout ça parce qu'effectivement il n'a pas
pas encore compris comment les Iraniens marchent. Mais pour l'instant, c'est encore un peu de la communication à la Donald Trump. Espérons qu'effectivement, il va y avoir des avancées, peut-être effectivement une ouverture, peut-être pas à 100% du détroit d'Ormuz, mais ça serait déjà pas mal pour l'économie mondiale. Mais tout le temps que vous laissez aux dirigeants iraniens, ils le mettent à profit. Et dans 6 mois, on sera peut-être ici même à parler de ce accord qui n'est pas encore signé. Voilà, et au moment où vous nous parlez, il y a la partie iranienne qui est en train de traiter Donald Trump de menteur, vous voyez. Donc voilà, je ne sais pas. J'aimerais quand même vous faire écouter le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, c'était la nuit dernière. Lui, il assure que Donald Trump ne sortira jamais de cette Situation Room sans un bon accord. Écoutez-le. Les équipes ont longuement discuté et le président Trump a clairement indiqué lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il avait fixé plusieurs lignes rouges. L'Iran doit remettre son uranium hautement enrichi et il ne peut pas chercher à se doter de l'arme nucléaire. Et le détroit d'Ormuz, pour revenir à votre question sur l'énergie, doit permettre un transit libre. La navigation maritime doit être libre et ouverte, comme c'était le cas auparavant. Il n'acceptera donc pas un mauvais accord, il conclura un excellent accord pour le peuple américain. Voilà, et Donald Trump qui a fait savoir ce matin qu'il avait toutes les cartes en main. Violetta, quand vous suivez aussi de loin, alors vous êtes ukrainienne, vous êtes souvent entre la France et l'Ukraine, etc. Mais quand vous entendez ces signaux sur ce dossier iranien, est-ce qu'il n'y a pas quelque part des parallèles en termes de gestion de Donald Trump, où on sent quand même une sorte de partie de poker entre puissants et de communication ? Oui, tout à fait. C'est vrai que cette guerre au Moyen-Orient a pas mal détourné l'attention aussi de la guerre en Ukraine et les Russes qui essaient d'en profiter. Maintenant, pour revenir à qu'est-ce qu'il faut attendre en fait des déclarations de Donald Trump, malheureusement, toute l'année 2025, on a vu que tous les ultimatums qu'il a posés, reposés et repoussés par rapport à la Russie n'ont mené absolument à rien. En fait, c'était des cadeaux qu'il a fait à Poutine et au Kremlin. À mon avis, par rapport aux États-Unis, il faut pas passer à côté du calendrier politique en fait. Le 4 juillet, les 250 ans de l'indépendance des États-Unis, que Donald Trump s'apprête à fêter, a commencé à fêter déjà le 14 juin parce que c'est son anniversaire. Donc il y a déjà des événements qui sont positionnés et puis après les midterms en fait en fin d'année. Et donc moi je rentre de Kiev, effectivement les Ukrainiens ils espèrent aussi que d'une façon ou d'une autre les États-Unis et Trump arrivent peut-être à mettre quand même la Russie à table de la négociation pour arriver avec quelque chose face aux électeurs pour les midterms en fait. Donc effectivement là on est un peu plutôt suspendu aux enjeux de Donald Trump par rapport à son calendrier politique interne et il essaie de faire quelque chose dans la politique extérieure. J'aimerais qu'on file tout de suite à Reykjavik. On va retrouver Damien de Georges, spécialiste des pays nordiques. Rapidement Damien, mais on va reparler tout à l'heure avec vous notamment du Groenland qui est toujours dans les visées de Donald Trump, mais est-ce que dans cette région du monde où vous vivez depuis une vingtaine d'années, en Islande, et est-ce que dans cette région arctique et dans les pays baltiques, ce qui se passe en Iran est quelque chose qu'on suit de près, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez lointain ? Bien sûr, on le suit de près puisque ça a un impact sur l'économie, mais pour avoir suivi la crise du Groenland avec un certain Donald Trump depuis 2019 et son premier mandat, je peux vous garantir que les va-et-vient, on connaît aussi. Et donc, quand on voit Donald Trump hésiter et repartir, et hésiter et repartir sur l'Iran, on comprend dès le début qu'on peut partir sur des mois et des mois. Ouais, donc on imagine que tous ces va-et-vient, enfin, à vous écouter tous les quatre, prudence. Peut-être qu'on aura une bonne surprise dans les minutes qui viennent sur ce dossier iranien. Et encore, si jamais il y a un memorandum of understanding, ce sera quand même à éplucher et à regarder dans les détails. Le diable se cache dans les détails, bien sûr. Mais de toute façon, on revient n'importe quand dans cette émission, si jamais Donald Trump sort de cette Situation Room et communique sur l'issue du dossier. J'aimerais qu'on parle bien sûr de cet incident là pour le coup qui est très concret, qui est un signal qui peut être potentiellement cataclysmique. C'est ce qui s'est passé la nuit dernière en Roumanie. Un drone russe a frappé un immeuble résidentiel, non pas en Ukraine, mais en Roumanie, membre de l'Union européenne et membre de l'OTAN. J'aimerais vous faire écouter le Premier ministre roumain, Ilie Boloran, qui s'est exprimé il y a quelques heures.
Le problème, c'est qu'il s'agit d'un incident assez grave qui a malheureusement entraîné la chute d'un balcon d'un immeuble et blessé les occupants de l'appartement en question. Ce qui est inacceptable et une situation que nous avons bien sûr condamnée sans hésitation ce matin. Violeta, ça, un drone russe qui s'écrase sur un immeuble résidentiel en Roumanie, c'est le genre d'étincelles qui peuvent faire exploser le baril de poudre. Mais ce n'est pas un incident en fait. Poutine, il est dans la provocation. Il ne faut pas oublier la fameuse phrase d'Emmanuel Macron. On a un ogre aux frontières de l'Europe en fait. Les drones, c'est pas la première fois. En Allemagne, dans les pays baltes, fin 2025, en fait, avec tous les circuits aériens complètement désarçonnés, en fait, toutes les provocations et tout ça. En fait, moi, quand je vois tout ce qui se passe, l'analogie qui s'impose, c'est les hommes verts en Crimée, en fait, qui étaient pas on ne savait pas d'où ils venaient. Ils ont acheté les uniformes dans les supermarchés du coin et donc ils ont été faire des opérations sans que la Russie assume la responsabilité, en fait, au départ. Donc, en fait, la Russie fera toutes ces provocations pour mettre à bas l'article 5 de l'OTAN, parce que c'est ça leur objectif en fait. Donc ils voudraient revenir à l'ex-URSS, le mur froid, le monde quand il était encore au XXe siècle. Et même si Poutine n'a pas la machine à faire remonter le temps en arrière, c'est son idée fixe en fait. Et donc nous, tant qu'en Europe, on les regardera comme si c'était possible de négocier encore, je sais pas quoi en fait, avec un ogre, et qu'on n'aura pas de stratégie comment faire en sorte que la Russie perde la guerre en fait. Aujourd'hui, c'est les Ukrainiens qui, effectivement, ils vont taper en profondeur, ils s'attaquent, en fait, s'acharnent sur les infrastructures pétrolières pour faire en sorte de diminuer les ressources, en fait, donc des Russes, pour qu'ils ne puissent plus faire la guerre ad vitam aeternam. Ouais. Mais par contre, nous, je pense, en Occident, on pêche, en fait, par naïveté, par lâcheté, je sais pas, en fait, par hypocrisie, et je pense que c'est très triste, en fait, et très désolant. Ouais, quand même, pour rappel, Anna, si un pays de l'OTAN est attaqué, il y a un article qui permet justement de déclencher une réponse militaire collective. L'article 5 n'est pas automatique, contrairement à ce qu'on dit habituellement. Oui, c'est ça, il permet. Donc, c'est-à-dire que derrière, j'imagine qu'il y a c'est quoi? C'est une sorte de conseil de défense qui se réunit, un vote peut-être à majorité? Oui, je pense que oui. Et puis beaucoup de palabres en coulisses et au téléphone, c'est pas automatique. Vous avez raison de le dire, c'est très important à préciser. Deuxième chose, si j'étais ukrainienne, je serais encore peut-être plus vigoureuse dans l'analyse que Violeta, mais je suis pas ukrainienne. Et donc, j'aimerais rappeler plusieurs choses. C'est que nous ne savons pas ce qui s'est passé en Roumanie. Est-ce que c'est un incident que ce drone a été envoyé exprès, comme disait Violeta, sur cet immeuble en provocation pour tester les Européens? C'est une hypothèse réelle. Mais est-ce que c'était un accident? Est-ce que c'était une malfonction? Ou est-ce que il a été dévié? Le GPS qui les guide a été dévié pour créer un accident, éventuellement par l'armée ukrainienne, pour créer un accident, parce que ça fait longtemps, et on les comprend, que l'armée ukrainienne essaye, que les autorités, de impliquer l'Europe et au-delà l'OTAN dans la guerre à leur côté contre la Russie. Et on le comprend parfaitement. C'est un enchaînement quand même avec des incidents de drone. Mais il n'en reste pas moins qu'on doit être prudent, parce qu'une guerre, c'est pas, vous le savez, en Ukraine, c'est pas quelque chose de drôle, c'est beaucoup de morts, c'est beaucoup de destruction, et nous devons savoir si on s'engage, sur quoi on s'engage, et pas sur une fausse dépêche ou une fausse manœuvre. Et surtout qu'on est sur quelque chose. On est surtout sur quelque chose aussi d'assez nouveau qui se passe là-bas. C'est-à-dire, et ça, je trouve l'exemple peut-être, moi, un des exemples les plus marquants, c'était la nuit du 6 au 7 mai, quand 2 drones s'étaient écrasés en Lettonie et ils venaient de Russie. Sauf que quelques jours plus tard, on a appris que ces drones, ils étaient ukrainiens, mais ils avaient détourné, et on est typiquement
au cœur de la guerre électromagnétique et de brouillage. Enquêtons d'abord. Et l'enquête, et c'est pas dans les 5 secondes, dans les 5 heures qu'on sait. Mais alors, ma question là-dessus, Juan Rosé, c'est justement, est-ce que stratégiquement, habilement ou de point de vue peut-être assez pernicieuse, Vladimir Poutine ne joue-t-il pas de cette nouvelle guerre hybride pour entretenir une forme d'ambiguïté stratégique? C'est-à-dire, je plaide faussement naïvement, avec une fausse naïveté, l'accident pour mieux pouvoir tester la capacité de réaction de l'OTAN. Que ça soit voulu, que ça soit un incident, ce qui est certain, c'est que il n'est pas mécontent, Vladimir Poutine, de ce qui vient de se passer, parce que, comme disait Violetta, il met à l'épreuve, volontairement ou pas, mais il met à l'épreuve les Européens, et notamment l'OTAN. L'OTAN qui, effectivement, a réagi assez vite, mais les dommages sont très faibles par rapport à ce qui aurait pu se passer si au lieu d'un drone avait été beaucoup plus. Mais n'oublions pas que des drones survolant des bateaux européens, on l'a vu dans le détroit de la Manche il y a quelques semaines, quelques mois, la flotte fantôme russe, elle existe et c'est une réalité. Des avions qui ont survolé ou qui ont pénétré dans le ciel roumain, voire polonais par le passé, c'est aussi une réalité, donc il n'est pas mécontent. Je crois qu'il joue de cette opportunité qu'il lui est donnée, voulu ou pas, mais il joue avec ça, sachant aussi, parce qu'on l'a rappelé, que Donald Trump aujourd'hui est empêtré dans des choses comme plus compliquées, comme le détroit d'Ormuz et les négociations avec l'Iran, et donc depuis plus d'un an, il est en train de laisser faire ce qu'il veut à Vladimir Poutine. Tout le monde veut réagir sur l'ambiguïté stratégique. Violetta, allez-y, et ensuite Anna. Le cumul et la direction des provocations, elle est clairement de la Russie contre l'Union européenne et contre l'OTAN, et c'est pas de l'Ukraine qui fait de la provocation pour engager plus. En fait, là, je suis en total désaccord avec vous, avec tout le respect. Maintenant, donc là, il y a des faits, vous avez cité, on pourrait rallonger la liste. Vous avez dit, Mathieu, cette nouvelle guerre hybride, je suis désolée, elle n'est pas nouvelle, en fait. Ils font de l'immersion dans les élections, en fait. Il y a tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on a vu dans l'espace aérien, effectivement. Et ça, je pense que c'était vraiment que les premiers signes, en fait. Il faut s'attendre à des désordres beaucoup plus graves. Et moi, je suis en désaccord aussi parfois avec certains représentants de certains services de renseignement européens qui disent que la Russie peut attaquer, par exemple l'Allemagne va dire en 2029, la Russie peut attaquer. Moi, je pense que Poutine n'a absolument aucun intérêt à attendre la fin du mandat de Trump pour venir dézinguer l'Occident et l'OTAN, notamment avec la... Non, mais dis pas que c'est en 2030. Je pense que tous les services de renseignement de nos pays s'accordent à dire que la guerre hybride, la guerre hybride sert à tester nos capacités de réponse. 2, je suis prêt à intervenir avant 2030. Mais bon, tous les faisceaux disent cela, de renseignement en tout cas. Oui, Anna. Il faut deux peu danser le tango. On remarque aussi chez les dirigeants européens une certaine tentation d'en découdre avec la Russie militairement. Et il reste à voir avec quelles conditions, quels moyens on a de le faire. Vous voyez, d'abord on dit que oui, la Russie va nous attaquer, il faut aussi voir avec quels hommes. Elle est en Ukraine depuis combien d'années et elle continue, une Ukraine affaiblie, avec beaucoup moins d'hommes. Il y a des hommes âgés maintenant ou des très jeunes qui sont sur la ligne de front et la Russie continue à ne pas avancer. Et les Russes vont avancer. La Russie perd 30 à 40 000 hommes, blessés ou morts par mois. Et ils vont attaquer dans ces conditions. Ils se préparent à mobiliser. Pardon, Violetta. Ils vont attaquer dans ces conditions. Et l'Allemagne, et la Pologne, et la Roumanie, et la France, et les Pays-Baltes. C'est un peu compliqué. Militairement, il faut être factuel. Deuxièmement, je voudrais quand même attirer l'attention que cet incident en Roumanie de drone est arrivé après une suite d'incidents sur les Pays-Baltes qui ont rendu la mer Baltique l'un des endroits les plus dangereux au monde en ce moment et les plus instables au monde. On a vu des drones, les attaques contre les raffineries russes dont vous avez parlé et qui visent à mettre à genoux l'économie russe et déstabiliser le pays. Certains de ces drones, ils passent ont un parcours qui passe par les Pays-Baltes ou par la Finlande pour attaquer le nord de la Russie et les installations dans le nord de la Russie. Et il y a un doute même à Moscou, c'est un doute qui est possible peut-être de vérifier via satellite. Certains de ces drones seraient même peut-être, je dis, c'est un doute, peut-être lancés de ces Pays-Baltes ou de la Finlande même, parce que ce serait plus facile, vu leur autonomie, d'attaquer donc ces cibles.
il n'en reste pas moins que ces éléments-là et ces attaques continuelles qui causent un tort considérable, et c'est une défense de l'Ukraine, attention, l'Ukraine se défend parce qu'elle a été attaquée, mais ces attaques-là ont visiblement agacé Moscou. Poutine commence à être un peu mis sous la touche par ses proches qui veulent une réponse radicale, brutale contre l'Ukraine, qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent, il faut bien le dire. Pardon ? Qui n'a pas eu, comme elle peut l'être, elle n'a pas encore eu. Vous n'étiez pas à Kiev le 15 Comme elle n'a pas. Non, mais vous savez, la guerre a des graduations, et là, c'est la vérité. En fait, c'est pas brutal. Et deuxièmement, si, ces derniers jours, et deuxièmement, cet agacement a fait que Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, a discerné ces derniers jours, conseillé à tous les diplomates européens et américains de quitter Kiev, parce que la réponse brutale, qui n'a pas eu jusqu'à présent, va arriver, disent-ils, sur Kiev maintenant. Mais c'est factuel ce que je vous dis là. Violetta, c'est factuel ce que je dis là. Non, mais jusqu'à maintenant, c'était quoi? Je pense que la séquence que nous relate aussi Anna, je pense que on a tous eu cette même séquence qui est assez factuelle. C'était quelque chose qui d'ailleurs est une démonstration assez bluffante de l'armée ukrainienne qui s'est passée il y a 10 jours, qui a réussi en une nuit à envoyer des centaines de drones qui sont de plus en plus sophistiqués, qui tapent de plus en plus loin, de plus en plus fort, et avec cette tactique aussi, je pense, psychologique, de dire aux Russes qui sont peut-être enfermés dans le narratif de Vladimir Poutine, on va vous emmener la guerre jusqu'à chez vous tous les jours. Et ça peut-être que ça... Il est déjà chez les Russes. Oui, mais avec la stratégie de marquer les esprits des Russes. Et peut-être que ça a énervé Vladimir Poutine, qui a envoyé, stratégiquement, Vladimir Poutine a envoyé un message il y a quelques jours avec son missile dont j'ai oublié le nom, mais qui est capable de transporter des ogives nucléaires. C'était peut-être un aveu de faiblesse d'envoyer ce message de la part de Vladimir Poutine, de dire ok, là vous avez été super fort, vous m'avez énervé, je vous rappelle que je suis une puissance nucléaire. C'est juste que je ne peux pas laisser les mots comme ça, que c'était pas brutal. Je suis désolée, c'est d'une violence. Non, je n'ai pas dit que pardonnez-moi, je n'ai pas dit que c'était pas brutal. J'ai dit que ce n'était pas aussi brutal que ça peut l'être. Connaissant Anna, elle ne pense pas que c'est pas brutal. Je suis désolée quand même par rapport aux téléspectateurs. Je sais pas des pléonasmes ce que vivent les Ukrainiens. Moi, j'étais en Ukraine le week-end dernier quand effectivement ils ont détruit des immeubles, de patrimoine UNESCO, le centre historique et tout ça. Parce qu'effectivement, Poutine, il n'a pas aimé qu'il a été humilié pour la parade de 9 mai pour la victoire en fait, que Zelensky a fait l'accord, le décret présidentiel pour dire j'autorise la parade, il n'y aura pas de drones de 10h à midi et tout un tas de choses. Mais je suis désolée, on ne va pas ici faire le plaidoyer et les plaindre en fait qu'ils ont été agacés et qu'ils répondent et que là maintenant c'est brutal. C'est quand même, il ne faut pas mettre les mots, faut mettre dans la bouche de vos collègues les mots qui n'ont pas été prononcés. C'est très brutal cette guerre en fait, c'est très brutal. Je connais aucune personne d'origine ukrainienne, ni en Ukraine, ni dans la diaspora qui n'a perdu personne dans cette guerre. Allez-y, Anna. Violetta, on vous comprend parfaitement. Néanmoins, il faut écouter ce qu'on dit et pas seulement émotionnellement, factuellement. Une guerre peut-être et une attaque peut-être beaucoup plus dévastatrice que ce qu'elle n'a été jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire que c'était pas brutal ou que c'était pas dévastateur. J'ai parlé du nombre de morts avant qu'elle a induite. Donc ça, c'est clair maintenant. Ce que je dis, c'est qu'il y a une escalade. Il y a un cran, des marches qui ont été montées et qu'on entre dans une phase extrêmement dangereuse dans cette partie du monde, peut-être plus dangereuse qu'en Iran en ce moment. Et c'est cela que je disais et que je maintiens. Et notamment cet avertissement de Lavrov aux diplomates occidentaux en leur disant de quitter Kiev maintenant. Et la rumeur qui court, c'est une rumeur. Attention, mais dans ces cas, parfois il faut les dire que les diplomates américains auraient déjà quitté Kiev en ce moment. J'ai entendu ça. Je suis désolée, il faut quand même saluer les diplomates européens et la France qui a dit que non, on partira pas. Et les Américains, ils ont eu un retrait sur Lviv avec l'équipe de l'ambassade sur le week-end parce qu'il y avait des activités, mais ils n'ont pas quitté. C'est pas que je veux dire, c'est des rumeurs, mais il faut quand même les vérifier. Je suis désolée, ils n'ont pas quitté. Aucune ambassade occidentale n'a quitté
accepter Kiev face à l'ultimatum de Lavrov. Oui, en fait. Donc quand on transmet la position russe, il faut aussi mettre en face que les Européens sont courageux. Ce que je veux dire, Violeta, c'est qu'on a en même temps, là où c'est difficile à décrypter, c'est qu'on a dans le même temps, je pense qu'on regarde tous la même chose, on a en même temps des signaux d'escalade et en même temps des signaux peut-être de désescalade. Et j'aimerais qu'on marque une courte pause et qu'on en parle juste après, parce que ces signaux de désescalade, ça peut être aussi l'idée de chercher, pourquoi pas, un canal de dialogue et de négociation directe avec un émissaire européen qui aurait un canal direct avec Vladimir Poutine, peut-être ou pas, je ne sais pas si c'est un coup d'épée dans l'eau ou pas, mais en tout cas, il y a peut-être des signaux aussi de désescalade. Allez, on va faire redescendre un peu la température, on marque une courte pause et on revient dans les Experts sans frontières. À tout de suite. Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans les Experts sans frontières. Autour de moi, Anna Navarro, correspondante de la presse portugaise en France, Violeta Moscalou, présidente de Global Ukraine et professeur associé à l'Université de Lorraine, Juan José Dorado, correspondant en France pour la presse espagnole, et puis depuis Reykjavik, Damien Degeorges, consultant basé en Islande, spécialiste des pays nordiques. Voilà, donc en Ukraine, voilà, le débat était assez chaud en plateau, parce que c'est vrai qu'il y a des signaux, comme je le disais juste avant juste avant cette pause, Juan José, on a en même temps des signaux d'escalade très inquiétants et en même temps des signaux peut-être de désescalade qui viendraient, alors moi de ma perception à moi, et je me trompe peut-être, mais peut-être des signaux d'essoufflement de l'économie russe, combiné à une défense ukrainienne qui a été extrêmement agile et qui a surpris aussi Vladimir Poutine, avec aussi le temps qui passe et qui use les forces, avec un canal de négociation qu'on cherche peut-être à ouvrir entre un émissaire européen et Vladimir Poutine. Bref, peut-être des signaux de désescalade aussi, Juan José. Moi, je trouve que c'est la dernière trouvaille pour essayer de trouver une solution qu'on n'en a pas. Pourquoi la dernière trouvaille? Tout simplement parce que il faut voir d'où ça vient. Bon, d'ailleurs, c'est la déclaration d'Angela Merkel qui dit qu'il faudrait qu'on commence à négocier. Il y a des noms qui commencent à circuler, Angela Merkel, Romano Prodi, dernièrement Schröder, qui pourraient. Aucun des trois, par exemple, n'est habilité par son gouvernement ni par l'Union européenne pour négocier quoi que ce soit. Et puis on se pose la question, alors Madame Kallas, ça sert à quoi, Madame Kallas, qui est la haute représentante de la politique extérieure de l'Union européenne, ce n'est pas à elle d'aller négocier avec Vladimir Poutine. La réalité, c'est que elle estime que c'est un piège, de nommer un médiateur, ce serait un piège tendu par Vladimir Poutine. Je le pense sincèrement, et à l'image de Donald Trump, Poutine fait la même chose. Donc il lance comme ça une idée, et puis on va pendant des semaines peut-être essayer de parler et trouver un médiateur, sachant que de toute façon Vladimir Poutine avait dit qu'il souhaitait, pourquoi pas, discuter avec un dirigeant européen. Un dirigeant européen élimine tout de facto tous ceux dont je viens de vous parler. Et quel dirigeant européen? Même à l'intérieur des 27, tous les pays ne sont pas tout à fait d'accord. Et c'est vrai que Vladimir Poutine est en mauvaise position aujourd'hui parce qu'il n'arrive pas à avancer. C'est vrai que au début de l'invasion russe d'Ukraine, ça a été brutal. Rappelons-nous tout simplement qu'ils sont arrivés pratiquement aux portes de Kiev. Et là, ça a été des moments très tendus, très difficiles. Il y a eu des massacres qui ont été découverts dans cette avancée russe. C'est vrai que depuis 3 ans, là, il y a une espèce de statu quo qui fait qu'on lance des drones, je te lance des drones, tu me lances des drones. Mais la réalité, c'est que c'est une guerre qui s'éternise, qu'effectivement la Russie est en très mauvaise posture. Mais si Poutine n'a pas voulu négocier et trouver un accord avec Donald Trump, pourquoi voulez-vous qu'il aille les trouver avec les Européens qu'il méprise? Oui, Violeta. Je voulais juste souligner ici, quand vous dites que Kaja Kallas, elle dit qu'il ne faut pas négocier, le hiatus en fait entre l'Europe de l'Est plus proche de la Russie, qui a souffert dans l'histoire et qui comprend mieux l'essence même en fait de ce que c'est cet empire, cet ogre qui déshumanise en fait son peuple et qui méprise l'être humain et les valeurs fondamentales universelles qui sont les nôtres, et cet hiatus par rapport à ici un peu plus loin, l'Europe de l'Ouest, où
on est un peu plus naïf quand même quand on regarde ce qui se passe en fait au Kremlin et ce que représente le régime de Vladimir Poutine. Donc c'est pour ça que les pays baltes et la Pologne et la Roumanie qu'on a cité tout à l'heure étant en première ligne en fait, et il y a encore une super mémoire en fait qui est encore épidermique en fait de ce qui a été l'invasion soviétique et tout ça. Ils comprennent très bien l'essence de ce régime et ils savent qu'il y a que la force qui fera plier en fait le Kremlin et Vladimir Poutine. Et donc, il ne faut pas se laisser embobiner. On a vu toute l'année 2025 qu'on a fait des commentaires sur l'Alaska, sur des négociations à droite, à gauche et tout, et ça a donné rien avec les Américains. Maintenant, on va repartir sur 2026 avec les Européens et ça donnera rien tant que l'économie ne sera pas Sachant affaiblie. qu'il y a une tactique russe aussi en cours qui vise à user l'Ukraine jusqu'à ce que ça craque. Et quelque part, c'était ce qui s'était passé dans la fin des années 30 en Finlande aussi. Un petit pays qui surprend l'armée russe et dans laquelle elle s'embourbe, etc., avec une guerre d'usure. Au cœur justement de cette agilité ukrainienne qui a surpris tout le monde, et on en revient à ce qui s'est passé cette nuit, c'est la guerre des drones qui a totalement réinventé l'Ukraine en urgence. L'idée, c'était en fait de se dire qu'au début, ils ont commencé juste après février 2022 à se battre à l'ancienne, garnison contre garnison. Et puis là, le petit contre le grand, ils se sont dit, mais non, il faut être agile, innover ou mourir. Et ça, c'était ce que nous racontait. J'aimerais vous faire écouter. On l'avait déjà un peu écouté, mais d'autres passages. Mais un des stratèges militaires les plus influents de France, l'amiral Pierre Vendier, qui est en charge de la transformation au sein de l'OTAN, qui était invité à une conférence à laquelle j'assistais de la revue géopolitique Le Grand Continent, et qui racontait comment les Ukrainiens ont pivoté vers l'industrie des drones. Écoutez-le. Ils ont inventé la guerre des drones parce qu'ils n'avaient rien d'autre. C'était ça ou mourir. Donc ils ont commencé par mettre des grenades et des têtes de roquettes sous des drones qu'ils ont achetés chez Carrefour, des drones DJ, etc. Puis petit à petit, ça s'est institutionnalisé. J'ai visité une usine à Kiev, une puéricultrice de 29 ans, qui dirige une équipe de 1000 personnes, donc qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui fait 3000 drones par jour. Ça c'est assez fou quand même cette anecdote, parce que on voit comment est-ce qu'une société civile s'empare du jour au lendemain, cette puéricultrice qui là d'un coup du jour au lendemain dirige 1000 personnes dans une usine et sort des drones en quantité. Ça a changé complètement la stratégie et la tactique militaire. Complètement l'Ukraine avec les drones et la défense qu'ils ont trouvé extraordinaire avec ces petits engins. Aujourd'hui, les tanks ne servent plus à grand-chose dans une guerre classique d'attrition. Les dronistes sont les soldats les plus importants dans une armée en ce moment. Les éclaireurs n'ont plus aucun besoin. On peut tout surveiller du ciel avec un petit drone. C'est la défense anti-drone qui est maintenant recherchée partout dans tous les laboratoires militaires et pas que, et civils aussi. Et donc, effectivement, pour l'instant, ça a totalement changé la face de la guerre, inclusivement en Orient, au Moyen-Orient aussi. On a vu que les Russes s'y sont mis très vite aussi, sont les deux armées qui savent s'en servir. Avec l'Iran, on l'a vu aussi, mais il y a les petits drones de combat sur leur front de combat aussi, que les Ukrainiens utilisent extrêmement bien, comme vous avez dit, un petit drone à grande balle à Carrefour, quoi, qui est utilisé. Donc cela a complètement changé. Je vois que tous les pays s'y mettent pour la production, pour essayer d'apprendre l'Ukraine, mais en même temps, qu'est-ce qui va arriver de nouveau sur les champs de bataille? On parle déjà de la possibilité par GPS de changer les coordonnées des drones et de les faire dévier de leur parcours. Regardez ce qui s'est passé la nuit dernière. C'est un drone qui peut-être a été aussi dévié ou pas, je ne sais pas. Ce qui est assez fascinant aussi, parce que vous êtes aux premières loges, Violeta Moscalou, ce qui est assez fascinant, c'est il y a eu une ruée des industriels du monde entier sur place en Ukraine, parce que je crois ce qu'on m'expliquait, c'est que l'enjeu crucial, si on veut faire de la partie de cette transformation, c'est avoir accès aux data de combat, aux données de combat. Donc tous les industriels du monde entier veulent aller dans ce laboratoire à ciel ouvert qui est devenu l'Ukraine. C'est ce qui explique aussi pourquoi les Russes n'avancent plus sur le terrain, parce qu'en fait il y a des espèces de zones grises, ou comment on les appelle, où c'est drone contre drone, et en fait l'infanterie ne peut rien faire, et donc les Russes de facto ils sont embourbés
tomber dans le Donbass et ils ne bougent pas d'un iota. Il y a même maintenant des informations que les Ukrainiens commencent à reprendre 40 km par-ci, par-là et tout. Donc, et c'est ça qui explique effectivement l'acharnement, la Russie un peu aux abois et qu'ils n'ont pas d'autre choix dans leur tête que de s'acharner contre la population civile, en fait, ou bien partir sur le nucléaire, effectivement, la menace comme dès les premiers jours. C'est vraiment le petit pays David contre Goliath, en fait, et c'est sûr que ce combat, vous avez dit, Kiev, ils pensaient effectivement que Kiev tombait en trois jours. On est en 5e année de guerre, en fait, hein, donc du coup, le monde entier regarde, mais le monde entier, nous, en tout cas les Occidentaux, on a un décalage total par rapport à ce qui se passe en Ukraine, notamment dans cette industrie de drones, parce que ça va super vite, en fait. C'est le cycle, c'est 6 semaines de l'innovation, ça va sur le terrain et tout ça. Et en fait, il faut qu'on change de doctrine ici dans l'Occident si on veut être capable d'intégrer en fait cette expérience et cette expertise malheureuse que les Ukrainiens auraient préféré 1000 fois ne jamais l'avoir en fait, hein, mais qui l'ont maintenant sur le champ de bataille, de l'intégrer dans nos industries, en fait, dans notre base industrielle technologique de la défense et en faire quelque chose en fait pour être prêt à se défendre quand on aura besoin. Et pour l'instant, c'est dans la mentalité que je vois les difficultés les plus importantes en fait et qui sont pas encore franchies. Ce que m'expliquait aussi un industriel et un haut gradé, c'est que la spécificité d'un drone, c'est qu'il est très vite obsolète. Où là, j'ai appris cette semaine que la durée de vie d'une carlingue d'un drone, c'est un an. Les capteurs, c'est tous les trimestres. On innove, ça change tous les trimestres, ça vient. Et les logiciels, c'est tous les mois. Mais c'est comme des munitions, c'est comme on a besoin de cartouches en fait et tout ça. Maintenant, c'est les drones. Et quand on voit les industriels, par exemple, parce qu'il y a des entreprises, même pas des startups, des scale-up maintenant en fait, dans les drones en Ukraine, qui comprennent qu'elles doivent se développer en partenariat, faire des joint ventures avec les pays de l'OTAN, en Allemagne, certains regardent aussi la France. Et quand on regarde les industriels français, comme ils disent, oui, ben non, nous, on va pas commencer à fabriquer les petits drones comme ça. Nous, c'est à partir de 1 million ou des choses comme ça. En fait, c'est les petits drones qui changent tout, parce que quand ils arrivent à tenir la ligne de front et que ça bouge ni dans un sens, ça ne bouge ni dans un sens ni dans l'autre. Et donc, on est dans la nouvelle façon, en fait, de la nouvelle forme de guerre. Et malheureusement, en Occident, on est resté encore avec les matrices anciennes, en fait. Hein, donc, et je ne vois nulle part aujourd'hui des espaces et de l'accélération pour comprendre, en fait, hein, et ne pas mépriser, parce qu'on a entendu à Rheinstein, en Allemagne, oui, mais il n'y a pas d'innovation parce que c'est des composants qu'ils ont imbriqués et tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui compte, en fait, hein? Il faut être capable de avoir soit les drones intercepteurs pour se défendre, soit les drones d'attaque qui permettent effectivement de tenir la ligne de front. Juan Rosé, et l'Europe dans tout ça, je veux dire, là on parle de justement les industriels, il y a eu une ruée où ils y sont allés, j'allais dire solo. On sait que Ursula von der Leyen a un projet d'alliance des drones en Europe, etc. Mais bon, est-ce que là on revient pas, et c'est un sujet qu'on a d'ailleurs quasiment tout le temps ensemble, on revient toujours sur la capacité de l'Europe à structurer des filières, à piloter ça au niveau des États. Là, je sais que son alliance des drones, elle l'a annoncé il y a 8 mois. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ce qui est vrai, c'est que institutionnellement, c'est très compliqué effectivement de mettre en marche la machine. L'Europe a aujourd'hui les industriels, a la technologie de pouvoir y aller, mais ce qui lui manque, c'est ce qu'ont les Ukrainiens, c'est-à-dire cette expérience de pouvoir fabriquer tout et n'importe quoi avec 3 pièces. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. C'est vrai que, de toute façon, Emmanuel Macron, lors de l'un de ses déplacements en Ukraine, avait annoncé effectivement un plan pour permettre aux industriels français de s'installer au plus près de son des combats, justement pour pouvoir fabriquer et profiter de cette expérience. Mais tout simplement, institutionnellement, encore une fois, c'est très compliqué pour les Européens de lancer ça. Et l'industrie, malheureusement, aujourd'hui, ou fait cavalier seul, ou effectivement doit attendre, effectivement, c'est un coût de vie humaine notamment, et c'est laisser la place aux Russes peut-être pas avancer aujourd'hui, mais laisser la place aux Russes sur place. À un moment donné, il faut se jeter à l'eau et nager. C'est ce qu'a fait des entreprises portugaises. On n'est pas assez important pour nous poser des questions existentielles, d'organisation, d'alliance, de ceci, de cela. Elles sont jetées à l'eau. Elles ont investi, elles produisent des drones, on les exporte vers l'Ukraine, des drones de combat.
Vous voyez. Donc, on peut effectivement faire les choses sans se poser, sans créer une usine à gaz pour créer quelque chose. Ouais. On y va, et puis c'est tout. Non, mais il y a des pays comme l'Espagne, le Portugal, et des pays qui sont plus petits, qui ont moins d'industriels au niveau international et effectivement, ils ont cette idée d'avancer sans s'attendre. Oui. Effectivement, je peux comprendre que Dassault Aviation, etc., peuvent à un moment donné avoir des besoins structurants qui n'en ont pas pour se lancer dans un projet comme ça. Mais le et problème, des entreprises petites comme les nôtres. On perd la guerre en une phrase, en fait. On perd, en fait, nous, la France, par rapport à l'Allemagne et la Grande-Bretagne. L'Allemagne et la Grande-Bretagne sont déjà en co-construction, de la coproduction, et ils ont déjà des roadmaps, en fait, qu'elles sont en train de déployer. Et nous, pour l'instant, on a encore autant de discussions. Il y a eu Brave France qui a été annoncé. On verra ce qui va se passer début juin. Il y a eu une visite apparemment de la ministre de la Défense, des Armées, qui sera en Ukraine. On verra quelles annonces seront faites. Mais on est toujours en temps de retard, en fait. Après, même par rapport à des grands pays. Après la difficulté, c'est que sur ce genre de séquence, le modèle économique d'une filière en temps de guerre est difficilement parfois réplicable en temps de paix. J'ai regardé cette semaine l'exemple, c'est pareil, c'est un général français qui m'a dit allez voir ce qui s'est passé avec l'aéronautique en 14-18. J'ai été regarder, c'est assez fascinant. Ouais. En 1914, au début de la guerre, 3000 ouvriers en France, avec des petits coucous qui étaient en bois, qui volaient à 100 km/h. En 1918, 180 000 employés avec une filière x70, on produisait 50 fois plus d'avions. Ça a créé une bulle et après l'armistice, la bulle productive a éclaté parce qu'il n'y avait plus de commandes militaires. C'est un peu ce danger qui guette aussi la structuration d'une filière des drones en Europe. Ce qui est vrai, c'est que normalement en temps de paix, vous programmez à l'avance, longtemps à l'avance ce que vous allez faire, mais la réalité c'est que quand il y a une guerre, rappelez-vous tout simplement, on était en manque de munitions. Les armées européennes étaient en manque de munitions. En France, on a augmenté la production de munitions parce qu'on n'en a pas, parce qu'on a beaucoup envoyé du côté de l'Ukraine et on n'en avait pas assez. Donc ça s'est passé pour les munitions, ça s'est passé pour les roquettes, ça s'est passé pour les missiles. Donc effectivement, en temps de guerre, le temps... Après c'est un retard qu'on peut rattraper extrêmement vite. Il y a quand même un chiffre, Violetta, que je trouve, je m'en remets toujours pas. L'Ukraine va produire cette année 7 millions de drones. Et en fait, ça veut dire qu'elle va en produire cette année 20 fois plus que la première puissance militaire au monde que sont les États-Unis. Oui, tout à fait. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des réunions, des conférences où maintenant, c'est pas l'Ukraine qui est là en train de pleurer et de demander de l'aide, mais on vient demander son expertise. Vladimir Zelensky a été au Moyen-Orient il y a pas longtemps, en fait, et tout ça. Par rapport à la dronisation, à l'industrie, l'innovation, je voulais juste attirer l'attention, c'est que c'est quand même de dual use, en fait. C'est à double usage et que dans tous les cas, l'économie pourra utiliser, on va utiliser les drones pour des livraisons Amazon, pour de la surveillance des sites et autres, en fait. Et donc, il faut investir, il faut aller vite, en fait, parce qu'on perd le temps. Et en parallèle, c'est les autres pays européens, petits ou grands, qui ont été nommés, qui sécurisent les brevets intellectuels, en fait, la propriété intellectuelle et tout ça, en fait. Donc, j'ai quand même ce goût amer, en fait, qu'on a un temps de retard et je me dis qu'on devrait peut-être accélérer. Voilà, un temps de retard, on va peut-être accélérer. J'aimerais qu'on file peut-être à Reykjavik, si jamais est-ce qu'on a perdu la connexion. Est-ce qu'on vous a retrouvé, Damien Degeorges, depuis le Groenland? Non, on vous a, dès qu'on vous retrouve, promis, on vous aura. Alors, j'aimerais quand même vous faire écouter, il nous reste juste quelques minutes. On est en train de parler donc quand même d'un monde qui se brutalise entre l'Iran, le détroit d'Ormuz, bien sûr sur le champ de bataille ukrainien au quotidien. On parle aussi d'innovation, une brutalité qui est boostée notamment par l'intelligence artificielle. Et ce sujet, il était au cœur de l'encyclique. L'encyclique, c'est en fait une circulaire du Vatican quelque part, la première de Léon XIV qui a été dévoilée lundi dernier. Écoutez le pape. Artificial intelligence needs to be disarmed. L'intelligence artificielle doit être désarmée, libérée des logiques qui en font un instrument de domination, d'exclusion et de mort. Comme l'énergie nucléaire, elle doit être au service de tous et du bien commun. Voilà, donc ça c'était le principal message du pape. Il dit au monde entier qu'il faut
désarmer l'intelligence artificielle. Est-ce que ce message du pape, il a été aussi commenté dans les pays nordiques? Je sais pas, on vous a retrouvé, je crois, Damien Degeorges, depuis Reykjavik. Oui, voilà, je crois qu'il y a peut-être eu un problème de câble sous-marin, puisqu'on parlait de Russie, je ne sais pas. Encore un coup des Russes, ils ont sectionné le câble. Chinois, peut-être. Voilà, donc on vient d'écouter Léon XIV, Damien Degeorges, qui a fait sa première encyclique et qui a envoyé ce message au monde entier en disant que face à la brutalité du monde, il avait en tête notamment les drones en Ukraine, il avait la doctrine hémisphérique de Donald Trump en tête, qui a en vue notamment Cuba et le Groenland, et il dit il faut désarmer l'intelligence artificielle, qui est devenue finalement une innovation au cœur de toutes les menaces sur tous les sujets. Et donc la question ? Et donc la question, c'était est-ce que ce sujet est quelque chose qu'on regarde chez vous dans les pays nordiques et depuis l'Islande ? Oui, alors l'intelligence artificielle, évidemment, les Nordiques se positionnent, et ils se positionnent notamment sur le segment, on va dire, éthique, durable, parce qu'ils sont bien aussi conscients des enjeux, notamment en termes d'énergie, en termes de consommation d'eau. La Chine est très à la pointe sur les enjeux ESG et qui savent très bien que, ne serait-ce que pour leur population locale, ils n'ont pas le droit à l'erreur sur ces questions-là. Ah, ils n'ont pas le droit à l'erreur sur ces questions-là. Il nous reste que quelques minutes. Je vais rester avec vous, Damien, depuis Reykjavik. On va terminer avec les cartes blanches, ces experts sans frontières. Vous avez choisi un article du quotidien suédois, Svenska Dagbladet. Désolé, ma prononciation est lamentable, je m'excuse, j'ai honte. C'est sur une aide anticrise du gouvernement suédois. Oui, donc une aide de 6,5 milliards de couronnes suédoises, donc un peu plus de 600 millions d'euros. C'est la énième mesure anticrise du gouvernement suédois cette année et destinée aux régions suédoises pour faire bénéficier pendant 6 mois, du 1er juillet au 31 décembre, 50% de réduction sur les cartes mensuelles de transport en commun. Alors, certes, il y a des élections en septembre, mais enfin, il y a aussi une crise et simplement, ça permet de mettre en valeur les capacités financières qu'a un État qui est encore AAA. Et qui n'a pas de problème d'aide publique, comme la Suède. Alors, ils peuvent se permettre beaucoup de choses, mais en retour, il y a aussi des marges de manœuvre, notamment du fait d'un taux d'emploi des seniors très élevé en Suède. Voilà, c'est simplement pour mettre en valeur le modèle suédois. Un article à retrouver dans un des principaux quotidiens suédois qui, vous le rappeliez à juste titre, est noté AAA. Violetta, vous, votre carte blanche cette semaine, c'est sur l'Ukraine qui va continuer à intensifier ses frappes. C'est vraiment au cœur de sa tactique, de sa doctrine. Oui, effectivement, c'est un article de Kiev Independent. En fait, c'était juste pour mettre dans les discours et qu'on retienne le nom du nouveau ministre de la Défense ukrainien, nouveau depuis quelques mois, en fait, Mikhailo Fedorov, qui est l'ancien ministre de la Transformation digitale, en fait. Donc, il est venu avec le président Zelensky depuis 2019. Il a développé un certain nombre d'innovations, en fait, dans l'administration publique et dans l'État bureaucratique et tout. Et maintenant, il vient de dévoiler la stratégie de blocus logistique contre la Russie. Donc, c'est lui qui est derrière, en fait, ces avancées, ces changements de stratégie, en fait, tout ce qu'on vient de dire. Et ça ne va que Je ne savais pas. C'est hyper intéressant de voir que c'est l'ancien patron de la transformation digitale qui est nommé ministre de la Défense. Et qui est très jeune. Il est dans 30-35 ans, et la nouvelle génération, et qui a un décalage total par rapport aux anciens généraux de l'armée soviétique, en fait, qui sont encore mentalement dans la guerre à l'ancienne, en fait. Donc là, je pense que l'Ukraine n'a pas fini de nous surprendre. José Manuel Dorado, votre carte blanche, c'est un peu de soft power culturel espagnol. Allez-y, emmenez-nous. Oui, parce que si vous regardez autour de vous, que ce soit à Paris, en France et de façon générale, vous allez trouver ce soft power culturel espagnol avec des expositions. Notamment, il y en a une à Paris au musée Jacques Marandré que je vous invite à aller voir. Mais vous allez aussi vu comment ça se passe du côté du Festival des Cannes, où pour la première fois, 3 films étaient sélectionnés dans la sélection officielle du festival. C'est historique pour l'Espagne. Il y a Rosalía, la chanteuse qui a mis l'Espagne un peu partout dans le monde. Et c'est arrivé à tel point que le président espagnol aujourd'hui même a présenté le plan d'action culturelle extérieure de l'Espagne, parce que, comme il a dit aujourd'hui, nous n'avons pas de poids économique mondial, mais on a la culture et on est capable d'arriver
partout. Et donc, encore une fois, regardez un peu partout et vous verrez autour de vous, que ce soit du cinéma, que ce soit de la culture, que ce soit de la musique, que ce soit des expos. L'Espagne est partout. C'est notre façon aussi d'arriver à toucher les sociétés civiles. Et aujourd'hui, excusez-moi, vous oubliez une brique essentielle, là, Juan José, la gastronomie. La gastronomie, on en a parlé ici. Vous avez tout à fait raison. Quand même. Mais ça coïncide aujourd'hui avec cette présentation de ce plan par le président espagnol, qui est quand même assez intéressant parce qu'on met beaucoup d'argent à exporter notre culture. Allez, tous au musée Jacques Marandré, voir cette exposition espagnole. On termine avec vous, Anna Navarro. Votre carte blanche porte sur une grand-mère qui fut polygame. Et oui, je voudrais terminer sur un sourire, peut-être polémique pour certains, mais quand même, encore un sujet polémique. Mais un sourire, s'agit d'une intellectuelle portugaise d'origine angolaise et de Saint-Thomé-et-Prince, l'ancienne colonie portugaise, qui a immigré au Portugal avec ses parents toute petite, qui a grandi avec difficulté dans la marche sud de Lisbonne, et qui aujourd'hui une voix qui pèse, et qui a reçu le prix Emma Goldman en mars. C'est un prix pour les militants du féminisme. Elle est poétesse, elle est artiste, et puis elle est militante du féminisme, et puis elle racontait dans un podcast, en parlant de ce prix, elle dit, mais vous savez, ma grand-mère, elle était polygame à un moment historique où le mot n'existait même pas pour définir sa situation. Elle vivait avec des enfants qu'elle a eus de plusieurs hommes. Et elle vivait dans le même endroit, dans la même maison, avec les enfants, leur père. Et ils vivaient tous en harmonie, en bonne harmonie, dit-elle. Donc voilà une modernité qui nous vient d'Afrique, et la grand-mère polygame. Merci beaucoup à Anna Navarro, correspondante de la presse portugaise en France, Violeta Moscalou, présidente de Global Ukraine et professeure associée à l'Université de Lorraine, Juan José Dorado, correspondant de la presse espagnole en France, et puis Damien Degeorges, spécialiste des pays nordiques, basé à Reykjavik. Les experts sans frontières, c'est fini. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end à tous, et tout de suite, le journal de Stéphanie Colo. Les experts sans frontières sur BFM Business.